Imaginez ceci, vous êtes au cœur d'une dispute enflammée. Votre cœur bat la chamade, chaque mot semble une arme, chaque phrase une bataille. Vous préparez soigneusement votre prochaine réponse, déterminé à prouver que vous avez raison. Mais l'autre personne fait exactement la même chose. Aucun de vous n'écoute, chacun attendant seulement l'occasion de riposter. Puis, Nietzsche intervient. Il ne prend pas parti, ne vous dit pas quoi dire. Au lieu de cela, il murmure quelque chose de troublant à votre oreille. Vous avez déjà perdu. Que veut-il dire? Vous vous battez, vous vous défendez, vous tenez bon. Comment cela pourrait-il signifier une défaite? Selon Nietzsche, dès l'instant où vous vous engagez dans ce type de bataille, vous avez déjà abandonné votre pouvoir. La véritable force, soutient-il, ne vient pas du combat pour avoir raison, mais de quelque chose de bien plus inattendu. Alors, quel est ce pouvoir caché, et pourquoi le silence parle-t-il souvent plus fort que les mots? Plongeons dans sa philosophie pour découvrir la ruse silencieuse qui confère un pouvoir véritable. La plupart des gens pensent que le pouvoir vient de gagner des disputes, de prouver que les autres ont tort ou de dominer les conversations. Mais Friedrich Nietzsche avait une vision totalement différente. Il croyait que le pouvoir ne résidait pas dans les mots, mais dans le contrôle. Pourquoi les gens se disputent-ils? Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une dispute enflammée, vous savez à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens se disputent-ils en premier lieu? Nietzsche dirait que la plupart des disputes ne concernent pas la vérité, mais des besoins psychologiques profonds. Protection de l'ego, les gens se disputent parce que leur identité est en jeu. Accepter d'avoir tort revient à perdre une partie d'eux-mêmes. L'esprit s'y oppose à tout prix. Lutte de pouvoir, de nombreux débats ne portent pas sur des faits ou de la logique, mais sur des batailles pour la domination. Qui parle en dernier? Qui contrôle le ton? Qui fait reculer l'autre? Validation sociale. Certains se disputent non parce qu'ils croient en leur point de vue, mais parce qu'ils veulent être vus comme intelligents, confiants ou forts par leur père. Nietzsche voyait ces comportements comme des signes de faiblesse. Il estimait que ceux qui réagissent émotionnellement aux disputes sont contrôlés. Dès l'instant où vous laissez quelqu'un vous provoquer, vous avez perdu. La volonté de puissance est l'Übermensch. L'idée célèbre de Nietzsche, la volonté de puissance, est souvent mal comprise. Ce n'est pas une question de force brute, mais de la capacité à imposer sa volonté sur la réalité. Cela ne nécessite pas toujours des mots. Parfois, le pouvoir le plus fort réside dans la capacité à ne pas réagir. C'est là qu'intervient l'Übermensch, l'individu supérieur idéal de la philosophie de Nietzsche. L'Übermensch n'est pas émotionnellement réactif comme la moyenne des gens. Il n'argumente pas juste pour gagner ou prouver quelque chose. Au lieu de cela, il choisit quand s'engager et quand rester silencieux, car le pouvoir ne consiste pas à parler, mais à contrôler l'ensemble de l'interaction. Exemple, imaginez une réunion où deux personnes se disputent. L'une est bruyante, agressive, cherchant à prouver qu'elle a raison. L'autre est calme, posée, écoute plus qu'elle ne parle. Elle ne se laisse pas entraîner dans des échanges émotionnels. Mais quand elle parle enfin, ses mots sont puissants, bien choisis, et changent toute la conversation. Qui détient vraiment le pouvoir ici? Nietzsche dirait que c'est la personne qui reste maître de ses émotions, celle qui ne réagit pas émotionnellement, qui l'emporte toujours à long terme. Pourquoi le silence stratégique est plus puissant que gagner des disputes? Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, n'est pas une faiblesse, mais une arme psychologique. Il force l'autre à en révéler davantage sur lui-même, le rend incertain, le pousse à douter de ses propres mots. Il crée une tension, et cette tension rend les gens mal à l'aise, ce qui vous donne le contrôle. L'Übermensch n'utilise pas le silence seulement dans les disputes, il l'emploie comme un outil, une pause, un moment de retenue, une réponse bien calculée qui renverse la conversation en sa faveur. C'est pourquoi, pour Nietzsche, le pouvoir ne consiste pas à se battre, mais à maîtriser le champ de bataille avant même que le combat ne commence. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une arme maniée par les plus grands esprits de l'histoire pour dominer les batailles intellectuelles, commerciales et guerrières. Examinons 3 figures légendaires qui ont incarné ce principe: Socrate,
Steve Jobs et Miyamoto Musashi. La méthode de Socrate, gagner sans combattre. Socrate n'a jamais engagé de dispute traditionnelle. Il ne criait pas, n'attaquait pas, ne cherchait pas à imposer son point de vue. Au lieu de cela, il utilisait une technique si puissante qu'elle façonne encore les discussions intellectuelles aujourd'hui. La méthode socratique, une manière de questionner qui poussait les gens à exposer leurs propres contradictions. Imaginez ceci, un homme politique athénien, fier, prétend être le plus sage de la ville. Au lieu de le défier directement, Socrate lui demande simplement « Qu'est-ce que la sagesse ?» L'homme, désireux de prouver son intelligence, commence à la définir. Mais à chaque question de Socrate, sa définition s'effondre. L'homme, autrefois si confiant, bafouille, réalisant qu'il n'a aucune véritable compréhension du concept dont il se vante. Socrate n'avait pas besoin de dire aux gens qu'ils avaient tort, il les amenait à le réaliser eux-mêmes. Il comprenait une vérité fondamentale, les gens n'acceptent pas ce qu'on leur dit, ils n'acceptent que ce qu'ils découvrent par eux-mêmes. C'est l'essence du pouvoir silencieux. Au lieu de s'engager dans des joutes verbales inutiles, posez des questions qui amènent les autres à se questionner eux-mêmes. La stratégie de Steve Jobs, l'art du conflit contrôlé. Si Socrate dominait par le questionnement, Steve Jobs dominait par la persuasion stratégique. Il n'évitait pas les disputes, il les orchestrait. Son leadership chez Apple ne consistait pas à débattre de chaque détail, mais à contrôler la conversation dans son ensemble. Jobs avait un principe simple mais puissant. Ne gaspillez pas d'énergie dans des combats inutiles, mais quand quelque chose compte vraiment, engagez-vous à fond. Un exemple célèbre est son conflit avec son équipe sur la conception de l'iPhone. Les ingénieurs voulaient des boutons physiques, Jobs voulait un écran entièrement tactile. Au lieu de débattre sans fin, il les a conduits à voir sa vision. Il les a laissés débattre, exprimer leurs préoccupations, jusqu'à ce qu'ils réalisent, sous sa guidance, qu'un appareil à écran tactile n'était pas seulement possible, mais inévitable. Il ne disait pas aux gens quoi penser, il les amenait à croire que c'était leur idée depuis le début. La plupart des gens se disputent par ego, pour prouver qu'ils ont raison. Jobs, lui, argumentait dans un but précis, rallier les autres à sa cause, non prouver un point. La clé est là, si vos mots ne poussent pas les gens à agir, ce ne sont que du bruit. Miyamoto Musashi, le samouraï silencieux qui gagnait avant le combat. Passons maintenant au-delà de la philosophie et des affaires, sur le champ de bataille. Miyamoto Musashi, le samouraï invaincu, comprenait une vérité simple. La meilleure façon de gagner un combat est de ne jamais dégainer son épée. Musashi a remporté plus de 60 duels, non seulement par sa maîtrise physique, mais par ses victoires psychologiques. Il jouait avec l'esprit de ses adversaires avant même le début du combat. Un exemple célèbre est son duel contre Sasaki Kojiro, un maître épéiste connu pour sa vitesse mortelle. Musashi ne l'a pas défié de front. Au lieu de cela, il est arrivé des heures en retard, rendant Kojiro furieux. Quand ils se sont enfin affrontés, Kojiro, aveuglé par la colère, a commis des erreurs, permettant à Musashi de le vaincre facilement. Musashi savait que si votre ennemi est émotif, il est déjà faible. La philosophie de Nietzsche s'aligne parfaitement sur cela. L'Übermensch ne réagit pas, il contrôle les réactions des autres. Musashi prouvait que le silence, la patience et la domination psychologique sont souvent plus puissants que la force brute. Le fil conducteur, le pouvoir par le silence stratégique. Qu'ont en commun Socrate, Steve Jobs et Musashi? Ils ne gaspillaient jamais d'énergie dans des disputes inutiles. Ils ne réagissaient pas, ils dictaient les termes de l'engagement. Ils comprenaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans l'influence. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de vous disputer, demandez-vous, est-ce que je réagis émotionnellement, ou est-ce que je contrôle la situation? Car le vrai pouvoir est silencieux. Pourquoi nous disputons-nous? Pourquoi ressentons-nous le besoin de prouver que nous avons raison, de riposter, de défendre nos idées, même quand la dispute ne mène nulle part? La plupart des gens pensent que les disputes concernent la vérité. Ce n'est pas le cas. Les disputes sont une question de pouvoir. Plus vous argumentez, plus vous révélez sur vous-même, vos insécurités,
vos déclencheurs émotionnels, surtout, le fait que quelqu'un d'autre contrôle votre réaction. Nietzsche l'avait profondément compris. Sa volonté de puissance ne concernait pas la domination physique, mais le contrôle de soi si parfait que les autres tombent sous votre influence sans même s'en rendre compte. La psychologie moderne confirme à quel point Nietzsche avait raison. Pourquoi les gens se retrouvent-ils piégés dans des disputes? Les disputes ne sont pas logiques, elles sont psychologiques. Quand nous argumentons, nous pensons défendre nos convictions. En réalité, nous réagissons souvent à des déclencheurs psychologiques profonds. Décomposons cela. Biais cognitif, votre cerveau veut gagner, pas apprendre. Notre cerveau est câblé avec des biais qui nous rendent mauvais dans les disputes rationnelles. Les principaux coupables sont le biais de confirmation. Nous ne cherchons que les informations qui soutiennent ce que nous croyons déjà. L'effet de retour de flamme. Quand quelqu'un conteste nos croyances, nous ne changeons pas d'avis, nous nous entêtons davantage. L'effet du Dunning-Kruger. Moins nous en savons, plus nous sommes confiants dans nos opinions. Ces biais rendent la plupart des disputes inutiles. Personne n'écoute vraiment, chacun attend juste son tour pour parler. L'Übermensch de Nietzsche évite ce piège. Il écoute, observe et choisit si la conversation mérite qu'il s'engage. Déclencheurs émotionnels. Pourquoi nous prenons les disputes personnellement? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines disputes vous mettent en rage, tandis que d'autres vous laissent indifférents? C'est parce que nous ne discutons pas sur la logique, mais sur l'identité. Quand quelqu'un nous contredit profondément, cela ressemble à une attaque personnelle. C'est pourquoi les débats sur la politique, la religion ou la philosophie deviennent si vite virulents. Les gens ne se sentent pas seulement contestés dans leurs idées, ils se sentent attaqués eux-mêmes. Les personnes les plus puissantes de l'histoire ne se disputent jamais émotionnellement. Si quelqu'un peut vous rendre émotif, il vous contrôle. L'Übermensch ne tombe pas dans ce piège. Il observe, analyse et décide s'il doit ou non répondre. Le besoin de validation, la véritable raison des disputes. Au cœur de la plupart des disputes, il n'y a pas la vérité, mais l'ego. Les gens ne veulent pas seulement avoir raison, ils veulent être vus comme ayant raison. Nietzsche comprenait que la plupart des humains cherchent la validation du groupe. Ils se disputent non pour trouver la vérité, mais pour gagner l'approbation. L'Übermensch, lui, n'a pas besoin de validation. Il crée sa propre vérité. Pensez aux figures les plus influentes de l'histoire. Perdaient-elles du temps à discuter avec leurs détracteurs? Non. Elles se concentraient sur leur vision, ignoraient les distractions et laissaient leurs actions parler plus fort que les mots. Les dynamiques de pouvoir dans les interactions sociales. Les psychologues sociaux ont découvert que les personnes les plus puissantes dans un groupe ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui contrôlent le flux de la conversation. Elles n'interrompent pas, n'expliquent pas trop, choisissent leurs mots avec soin, faisant en sorte que chaque phrase compte. C'est pourquoi les leaders puissants élèvent rarement la voix, ils n'en ont pas besoin. Quand ils parlent, les gens écoutent, car ils ont déjà créé une aura d'autorité par leur silence. Le rôle de l'autocontrôle et de la persuasion. La recherche en psychologie comportementale montre que les personnes calmes et posées dans les disputes sont bien plus persuasives que celles qui s'emportent. Pourquoi? Parce que les humains associent le calme à la confiance. Nietzsche croyait que le vrai pouvoir vient de la maîtrise de soi. L'Übermensch n'est pas esclave de ses émotions. Il ne réagit pas, il décide. Cela le rend intouchable. La véritable raison pour laquelle Nietzsche voyait le silence comme un pouvoir n'était pas qu'il voulait éviter les conflits, mais qu'il savait que celui qui contrôle ses propres réactions contrôle toute la conversation. Mettons cela en perspective. Si quelqu'un vous insulte et que vous réagissez, vous avez perdu. Si quelqu'un vous défie et que vous ressentez le besoin de vous défendre, vous avez perdu. Si vous vous laissez entraîner dans une dispute juste pour prouver que vous avez raison, vous avez perdu. Mais si vous observez, restez calme et ne répondez que lorsque cela sert votre objectif, vous avez déjà gagné. La philosophie de Nietzsche n'est pas de rester silencieux pour toujours. Il s'agit de choisir ses combats. Demandez-vous, est-ce que je parle parce que je le veux ou parce que je me sens forcé? Est-ce que je réagis émotionnellement ou suis-je en contrôle de ma réponse? Cette dispute vaut-elle mon énergie ou nourrit-elle juste mon ego?
Car le vrai pouvoir, comme Nietzsche le voyait, ne réside pas dans les mots, mais dans le silence avant les mots, la pause qui fait que les autres se penchent vers vous, la décision de ne parler que lorsque cela compte. C'est la ruse silencieuse qui confère le pouvoir. Le silence est puissant, mais faut-il toujours rester silencieux? Le silence peut être une arme, mais le manier sans discernement est aussi insensé que parler sans réfléchir. Si le silence était le seul chemin vers le pouvoir, les plus grands esprits de l'histoire, philosophes, révolutionnaires, visionnaires, seraient restés muets. Pourtant, ils ont parlé, car le vrai pouvoir ne consiste pas à éviter les conflits, mais à savoir quand s'engager et quand se retenir. La volonté de puissance de Nietzsche, le conflit comme voie vers la maîtrise. Beaucoup interprètent mal Nietzsche comme un défenseur du retrait ou du détachement. Mais sa volonté de puissance n'a jamais été synonyme de passivité. Elle concernait la domination, la croissance et le dépassement de soi. Le pouvoir ne réside pas uniquement dans le silence, mais dans le contrôle. Éviter complètement les conflits n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée en retenue. Maîtriser les conflits ne signifie pas les rejeter, mais les utiliser comme un outil. L'Übermensch de Nietzsche n'argumente pas sur des futilités, mais il ne fuit pas non plus les batailles nécessaires. Il sait que le conflit peut être un creuset pour la force. Pourquoi la plupart des gens évitent-ils les disputes? Parce qu'elles sont inconfortables. Mais Nietzsche comprenait que l'inconfort forge la force. Il voyait le combat comme nécessaire, non comme quelque chose à éviter. Les penseurs faibles fuient les défis, les penseurs forts les accueillent, car le défi force le raffinement. Imaginez un guerrier qui n'entre jamais en bataille, une lame jamais testée contre l'acier ne sera jamais prête pour le combat. De même, un esprit jamais challengé reste terne, faible et fragile. Sans conflit intellectuel, vos idées restent non testées. Sans combat, vos convictions restent creuses. Pensez aux penseurs les plus audacieux de l'histoire. Galilée fut condamné pour avoir défié la vision de l'univers de l'Église. Socrate fut condamné à mort pour avoir questionné les croyances conventionnelles. Nietzsche lui-même fut rejeté comme un fou de son vivant, mais ses idées façonnent aujourd'hui la pensée moderne. Leur pouvoir ne venait pas du silence, mais du choix judicieux de leur combat et de l'engagement dans les conflits nécessaires. Il y a une différence cruciale entre argumenter pour prouver qu'on a raison et argumenter pour façonner la réalité. Nietzsche l'avait compris. Les plus grands leaders, philosophes et visionnaires n'évitent pas les disputes, ils les utilisent stratégiquement. Socrate n'attaquait pas directement les croyances des autres, il les questionnait jusqu'à ce qu'elles s'effondrent d'elles-mêmes. Les écrits de Nietzsche étaient conçus pour défier, provoquer et secouer les gens hors de leur complaisance mentale. Steve Jobs n'évitait pas les conflits, il les utilisait pour pousser les gens au-delà de leurs limites et stimuler l'innovation. Les personnes puissantes ne se disputent pas pour la validation, elles se disputent pour transformer. Elles ne luttent pas pour gagner des débats, mais pour façonner le monde selon leur vision. L'Übermensch n'argumente pas pour satisfaire son ego, il argumente avec un but. Voici quand vous devriez vous engager. Quand la dispute aiguise votre pensée. Quand elle révèle des vérités plus profondes. Quand elle vous pousse, vous ou les autres, à grandir. Quand elle fait basculer le pouvoir en votre faveur. Et voici quand vous ne devriez pas, quand vous ne faites que défendre votre ego. Quand l'autre personne n'est pas ouverte au changement. Quand c'est une bataille émotionnelle inutile. Quand votre silence lui-même est un coup de pouvoir. Argumenter sans stratégie est une faiblesse. Argumenter avec précision est un pouvoir. Nietzsche n'avait pas peur des disputes, il embrassait le conflit, mais à ses propres conditions. Si une dispute vous affaiblit, évitez-la. Si elle vous renforce, engagez-vous. Si elle n'est qu'une distraction, ignorez-la complètement. Si le conflit vous rend plus fort, ce n'est pas quelque chose à éviter, mais à maîtriser. Le vrai pouvoir ne réside pas uniquement dans le silence, mais dans le fait de savoir quand parler et quand rester silencieux. Le choix ultime, ne plus jamais argumenter ou maîtriser l'art de l'influence par le conflit. Imaginez ceci, vous vous réveillez un jour et une voix vous dit que vous n'avez plus que 100 mots à prononcer dans votre vie. Chaque phrase, chaque mot a désormais du poids. Les gaspilleriez-vous dans une dispute enflammée? Les dépenseriez-vous à essayer de vous prouver face à quelqu'un qui n'écoute même pas?
Ou les choisiriez-vous soigneusement, comme un guerrier affûtant sa dernière lame avant la bataille? C'est là que réside le vrai pouvoir. Nietzsche comprenait quelque chose que la plupart ignorent, les mots sont une monnaie. Plus vous les dépensez sans soin, moins ils ont de valeur. Maintenant, imaginez-vous dans une dispute. Votre cœur s'accélère, votre esprit est inondé de réparties, de défenses, de points que vous mourrez d'envie de prouver. Arrêtez, respirez, demandez-vous, qui détient vraiment le pouvoir ici? Celui qui tente frénétiquement de se prouver, ou celui qui sait quand rester silencieux? Car le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est le contrôle. C'est l'art de faire douter les autres sans jamais avoir besoin de les convaincre. Voici le défi, la prochaine fois que vous serez sur le point de vous disputer, faites une pause. Au lieu de réagir immédiatement, observez. Regardez comment l'autre personne révèle ses faiblesses, comment elle montre ses peurs, ses insécurités, rien que par sa manière de parler. Puis, quand le moment est venu, choisissez vos mots comme un maître, ou ne parlez pas du tout. Car le vrai pouvoir est silencieux.